Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Parisienne, la chaîne qui vous fait découvrir Paris à travers son histoire et son patrimoine. Si chaque quartier a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants. Je vous invite à les découvrir. Dans la vidéo précédente, je vous ai mentionné quelques rues ayant eu un lien avec la prostitution ou ayant encore un lien avec ce vieux métier. Toutefois, ces rues ont également une histoire et un patrimoine sans lien avec le sexe. Je vous invite à vous balader parmi celles-ci, je parle des rues, afin de poursuivre notre découverte de Paris. La rue Chabanais porte le nom de Claude Théophile Gilbert Colbert, marquis de Chabanais, propriétaire de l'hôtel de Saint-Pouange. Par lettre patente, la rue fut ouverte en 1773 par le marquis de Chabanais sur sa propriété même qu'il avait lotie pour s'installer plus à son goût rue d'Artois. Les travaux sont reportés et de nouvelles lettres patentes sont signées le 4 juin 1775. La rue est ouverte l'année suivante. Une ordonnance du 26 mai 1838 prescrit le prolongement en ligne droite de la voie jusqu'à la rue Rameau et la rue Lully. La courbe qui rejoignait la rue Sainte-Anne prend alors le nom de rue Chérubini par une ordonnance du 5 août 1844. Le philosophe Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon vécut dans cette rue. Il fonda le saint-simonisme. Ses idées eurent une postérité et une influence sur la plupart des idéologies du XIXe siècle. Philanthrope et philosophe de l'industrialisme, Saint-Simon annonça la fin de l'Ancien Régime et l'ère d'une société industrielle. L'économiste André Piètre le décrivit ainsi : le dernier des gentilshommes et le premier des socialistes. Claude-Henri était le cousin éloigné du duc Louis de Rouvroy de Saint-Simon, célèbre mémorialiste de la cour de Louis XIV et de la Régence. Numéro 2. L'horloger Henri Robert quitta la rue du Coq Saint-Honoré pour emménager au premier étage de l'immeuble suite au remaniement des rues adjacentes au Louvre. Il y installa son atelier de fabrication d'appareils uranographiques. Numéro 6. Ancienne demeure de l'avocat et journaliste Hector Fabre, le premier représentant officiel du Québec en France. À l'été 1881, Fabre reçoit Adolphe Chapleau, le Premier ministre du Québec, durant 6 mois. Ce dernier a besoin de capitaux pour concrétiser ses projets socio-économiques, la France va les lui fournir. Chapleau souhaite développer le réseau ferroviaire du Québec et poursuivre les projets de colonisation des nouvelles terres. Fabre doit donc améliorer les relations entre la France et le Québec. Il est nommé agent général de la province à Paris en 1882. Quelques mois plus tard, le gouvernement fédéral de Macdonald le nomme représentant du Canada. Afin de remplir son mandat, Fabre va déployer plusieurs stratégies. En 1884, il fonde le journal Paris-Canada qu'il diffuse à la fois en Europe et en Amérique jusqu'en 1909. La revue informe sur le potentiel économique du Canada, sur les projets de colonisation des nouvelles terres, sur l'actualité politique et sur les possibilités d'immigration au pays. En favorisant les échanges littéraires et artistiques franco-canadiens, le journal permet au Canada de gagner en visibilité sur la scène parisienne. Fabre accueille également différentes personnalités canadiennes lors de leur séjour en France. Il présente également plusieurs conférences sur le Québec et sur le Canada. Numéro 10. Ancienne demeure du poète et journaliste Sébastien Roch-Nicolas de Chamfort. Pour s'être réjoui de la mort de Marat, il fut dénoncé le 21 juillet 1793 par un employé de la Bibliothèque nationale et emprisonné au Madelonnette le 2 septembre. Relâché 2 jours plus tard, sur ordre du comité de sûreté générale, il demeura sous surveillance. Toutefois, de nouveau menacé d'arrestation, il tenta, le 14 novembre, de se suicider, mais fut sauvé par une intervention chirurgicale. Il ne s'était pas remis de ses blessures quand, fin janvier 1794, les poursuites en son encontre furent abandonnées. Très affaibli, il s'éteignit le 13 avril suivant, à son domicile. La mort de Chamfort représente le comble du suicide raté. Ne supportant pas l'idée de retourner en prison, il s'enferme dans son cabinet et se tire une balle dans le visage.
le pistolet fonctionne mal, et s'il perd le nez et une partie de la mâchoire, il ne parvient pas à se tuer. Il se saisit alors d'un coupe-papier et tente de s'égorger, mais malgré plusieurs tentatives, ne parvient pas à trouver l'artère carotide. Il utilise alors le même coupe-papier pour percer sa poitrine et ses jarrets. Épuisé, il perd connaissance. Son valet, alerté, le retrouva dans une mare de sang. Numéro 11. Ancienne demeure de Jean-Charles Pichegru, général de division de la Révolution française. Il participe à la conspiration de Georges Cadoudal, débarque en Normandie en janvier 1804, mais est livré par un de ses anciens officiers, Leblanc. Il est arrêté dans la nuit du 28 février 1804 et emprisonné au Temple, où, le matin du 6 avril, on retrouve son corps sans vie, une cravate noire serrée autour du cou, en tourniquet à l'aide d'une cheville de bois. La thèse officielle parle de suicide. Transféré au greffe du tribunal, son corps est inhumé le même jour au cimetière des Suppliciés de Sainte-Catherine, près du cimetière de Clamart, à Paris. La rue Colbert porte le nom de Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV et contrôleur général des finances. Colbert entre au service du roi à la mort de son protecteur Mazarin, incite Louis XIV à disgracier son rival Nicolas Fouquet. Inspirateur et promoteur d'une politique économique interventionniste et mercantile, il favorise le développement du commerce et de l'industrie en France par la création de fabriques et monopoles royaux étatiques. Il prépare le Code noir relatif à l'administration de l'esclavage dans les colonies. La rue a été ouverte le 18 janvier 1683 sur ordre de Jean-Baptiste Colbert, devant son hôtel de la rue Vivienne, sur des terrains ayant appartenu au palais Mazarin, des jardins que Colbert avait ensuite rachetés au marquis de la Meilleraye, héritier du cardinal. Percée par ordre de Colbert, elle traverse une partie des écuries de Mazarin et permet ainsi de relier l'hôtel Colbert à la rue de Richelieu. D'abord en impasse, elle s'est appelée rue Neuve-Mazarin, en hommage au cardinal, puis rue de l'Arcade Colbert, en raison de l'arcade sous laquelle elle passait et qui supportait la grande galerie de l'hôtel de Nevers. Le ministre avait demandé l'autorisation au duc de Nevers, l'autre héritier de Mazarin, de passer sous son hôtel. La rue avait été élargie en 1826 et l'arcade a été détruite à partir de 1868. On en voit encore un fragment côté ouest sur le mur de droite. Numéro 6. La fontaine fut construite en 1708 par Jean Bossire, titulaire de l'office de maître général, contrôleur et inspecteur des bâtiments, garde ayant la charge des fontaines de la ville de Paris, pour alimenter en eau l'hôtel du contrôleur général Nicolas Desmarets, rue Vivienne, et cédé à la ville en 1723. Cette fontaine, inscrite au monument historique depuis le 24 mars 1925, est une véritable fontaine fantôme. En effet, l'eau ne jaillit plus depuis longtemps de l'énorme mascaron de bronze situé au bas de la niche plate que surmonte un fronton orné d'un écusson aux armes de Paris entouré de 2 dauphins. Numéro 12, emplacement de l'hôtel de Nevers. Le corps du bâtiment, très dégradé, qui s'élève au fond de la cour à gauche, reste, comme le rappelle une inscription, l'unique vestige de l'hôtel de Nevers, construit vers 1646 par Pierre le Muet pour le cardinal Mazarin, qui, à la mort de celui-ci, devait revenir à son neveu, Philippe Mancini, duc de Nevers. L'hôtel se constitue à l'origine d'une grande aile de 144 mètres de long, prévue pour accueillir les écuries au rez-de-chaussée et la bibliothèque à l'étage. En proie à des soucis financiers, le duc fait réaliser le lotissement de la rue Neuve-Mazarine en 1683. Il négocie le percement de la rue de l'Arcade Colbert, l'actuelle rue Colbert, percement qui nécessite le raccourcissement des écuries et la création d'une arche pour que l'hôtel enjambe la rue. La partie ouest de la rue Colbert est divisée en 3 lots, dont les 2 premiers sont vendus. Le dernier, comprenant 5 travées de l'ancienne bibliothèque Mazarine, est loué en 1698 à la marquise de Lambert, qui tint là, de 1710 à sa mort en 1733, son célèbre salon animé par Fontenelle. En 1697, le duc de Nevers vend l'hôtel particulier construit par Le Muet, à l'angle des rues de Richelieu et des Petits Champs,
à Jean de Varennes. Du patrimoine de son oncle, il ne conserve que la grande aile et l'aile de traverse. En 1707, Philippe Jules François, fils et héritier du duc de Nevers, fait restaurer l'hôtel par Nicolas Dulin, puis le vend en 1714 à Charles Châtelain, fournisseur aux armées. Ce dernier ayant fait faillite, il est condamné en 1716 par la Chambre de justice et doit céder son hôtel au roi. Émerge alors, sous l'impulsion de l'abbé de Louvois, le premier projet d'installation de la bibliothèque royale dans les lieux. Mais en 1718, l'hôtel n'ayant pas été intégralement payé par Châtelain, il est rétrocédé au duc de Nevers. Ce dernier le vend à John Law en mai 1719, qui y installe la Banque royale. Law rachète le même jour le petit hôtel vendu à Jean de Varennes. Le banquier écossais confie à Giovanni Antonio Pellegrini la réalisation des fresques du plafond de la galerie située au-dessus de l'arcade. Il confie également à l'architecte Armand-Claude Mollet la réalisation d'une nouvelle aile dans la cour, parallèle à l'aile de Nevers. Mais la fortune de Law est de courte durée. Son système fait faillite dès l'été 1720. Le roi récupère alors l'intégralité des anciens bâtiments du palais Mazarin. La bibliothèque royale s'y installe, à laquelle vient s'adjoindre en 1741 le cabinet des médailles du roi qui, transféré à Versailles, fut installé dans les anciens appartements de la marquise de Lambert. En 1854, Henri Labrouste devient l'architecte de la bibliothèque. L'hôtel de Nevers fut presque intégralement rasé par ce dernier et le cabinet des médailles relogé dans les nouveaux bâtiments de la Bibliothèque nationale où l'on a reconstitué la pièce de l'ancien cabinet du roi. L'hôtel de Nevers, réduit à 3 travées, continue cependant d'exister. Le Centre international de synthèse s'y installe en 1928. La partie supérieure, aujourd'hui très dégradée, n'est plus occupée. Mais le rez-de-chaussée abrite encore l'atelier de serrurerie de la BNF, toujours propriétaire des lieux. Lors des rencontres d'Arles en 2011, le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, annonça que l'hôtel abriterait un nouvel espace entièrement consacré à la photographie à partir de 2014. Le musée du Jeu de Paume, près du Jardin des Tuileries, aurait géré cette salle d'exposition de 650 mètres carrés et en aurait assuré la programmation. Finalement, le 10 septembre 2012, Aurélie Filippetti confessa l'avortement du projet. Lors d'une réunion début juin 2014, la direction de la BNF confirma vouloir céder ses locaux au profit d'une université. La rue du Soubes porte le nom du révolutionnaire limousin Denis Gaston Dussoubes. En février 1848, Denis participe activement à la Révolution à Limoges. Suite à l'émeute du 27 avril, au cours de laquelle 2 ouvriers limougeaux s'emparent de la préfecture, il est condamné à 2 ans de prison. Le 13 mai 1849, son frère Marcellin est élu député démocrate socialiste. Le 4 décembre 1851, au surlendemain du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, des députés tentent d'organiser la résistance, mais Marcellin, malade, ne peut pas y participer. Denis prend alors l'écharpe de son frère pour se rendre sur la barricade de la rue Montorgueil. S'avançant seul et désarmé face à la troupe pour la convaincre de se rallier à la République, il adresse un appel vibrant mais vain aux soldats. Il remonte sur la barricade et aussitôt une grêle de balles s'abat sur les militaires du 2e bataillon du 51e régiment d'infanterie de ligne. Les grenadiers et les voltigeurs s'élancent au pas de course et s'emparent des 4 premières barricades. Denis Dussoubes trouva la mort en défendant la première barricade. Numéro 12. En 2006, sur la façade aveugle de cette école, faisant face à la place Goldoni et à la place des enfants, l'artiste belge Patrick Corillon créa un bas-relief en acier. Numéro 15. Hôtel particulier de style Louis XV, possédant dans la cour un puits maçonné datant du XVIIIe siècle et un escalier en fer forgé du XVIIe siècle. Ce dernier est classé au monument historique depuis le 26 juin 1995. Numéro 21. Maison où mourut l'auteur de théâtre italien Carlo Goldoni à l'âge de 86 ans. Numéro 22. Emplacement de l'hôtel de Launay, construit à la fin du XVIIe siècle. Il entra en possession du receveur des finances, Aubry. Au pied de l'escalier se trouvait une fontaine dont seul subsiste le petit porteur d'eau.
L'hôtel a conservé son magnifique escalier intérieur en fer forgé, inscrit au monument historique depuis le 3 novembre 1994. Numéro 25. La niche creusée dans le mur est un ancien puits public. Il est muni d'une poulie en bois. Ce dernier est inscrit au monument historique depuis le 9 octobre 1996. Numéro 42. Dans le préau de l'école, le peintre Eugène Chapelot devait réaliser en 1923 2 fresques sur le thème des fables de La Fontaine. Sans explication, la tâche fut finalement confiée à Constant Louche. L'une des toiles illustre la laitière et le pot au lait. La rue de Hanovre doit son nom au pavillon de Hanovre bâti par le maréchal de Richelieu. Il finançait les travaux avec les taxes qu'il avait fait lever sur la région de Hanovre lors de la guerre de 1756-1757. La voie, qui s'appela d'abord rue Prochetet-la-Michaudière, fut percée sur les jardins de l'hôtel de Richelieu qui s'étendait autrefois jusqu'au pavillon. La rue fut ouverte en 2 temps, à la fin du XVIIIe siècle, à travers les jardins d'anciens hôtels. La partie comprise entre les rues de Choiseul et de la Michaudière fut formée vers l'année 1780. La seconde partie, jusqu'à la rue Louis-le-Grand, fut ouverte en 1795 sur les terrains de l'hôtel de Richelieu. Cette même année, la rue était désignée sous le nom de rue Prochetet-Choiseul. Numéro 6. L'immeuble fut édifié entre 1907 et 1908 par l'architecte François-Adolphe Bocage pour les industriels du crayon, Artmouth. Au moment de la demande du permis de construire, le 7 janvier 1907, l'architecte était domicilié sur place. Son agence y était installée depuis plusieurs années. Bocage se sert donc du projet pour faire de la façade de l'immeuble sa carte de visite, le manifeste de son talent, la carte publicitaire de sa future nouvelle agence réinstallée dans l'édifice après les travaux. Pour cela, il fait appel au céramiste Alexandre Bigot pour décorer la façade et le hall d'entrée. L'art nouveau est alors peu courant dans le quartier de l'Opéra. Les sculptures sont l'œuvre de Camille Alaphilippe. La façade sur rue, la toiture, le vestibule d'entrée et l'escalier en spirale sont inscrits au titre des monuments historiques depuis le 30 décembre 1977. L'ensemble a été rénové en 2010. D'une superficie de 525 mètres carrés, le bâtiment s'élève sur 5 étages. La façade, longue de 18 mètres, présente une grande variété d'ouvertures. 3 grandes arcades au rez-de-chaussée et au premier étage, des baies rectangulaires au 2e étage, des bow windows au 3e et 4e étage. La façade est recouverte de céramique en grès flammé d'inspiration marine. Algues, pieuvres, coquilles Saint-Jacques, étoiles de mer, plantes des bas-fonds dans les tons bleu, gris et ocre. Ni le céramiste, ni l'architecte n'ont voulu colorer ces motifs d'une façon trop outrancière, préférant leur conserver une teinte douce et naturelle. La porte d'entrée centrale est vitrée et décorée de ferronneries ouvragées. Le hall d'entrée est également tapissé de céramique en grès, mais d'inspiration florale, œuvre d'Alexandre Bigot. Sur les murs, une accumulation de feuilles dominées par les tons verts et rouges puissants. Au plafond, se développe un immense buisson de roses aux entrelacs compliqués. Bocage a également dessiné 2 rangs pour l'escalier en forme de fer à cheval conduisant au premier étage. Le lustre du hall dénote par sa simplicité voulue. L'escalier donne sur un autre escalier en spirale comportant une rampe en fer forgé traversant l'immeuble et éclairé par un ensemble de vitraux. Au centre de l'hôtel se trouve une cour octogonale. Numéro 8. En 1961, le jeune Yves Saint-Laurent cherche un atelier afin de préparer sa première collection. La couturière Madeleine Dereau lui propose de s'installer dans les locaux vacants de Manguin. Son nom actuel de rue Poissonnière lui a été donné au XVIIe siècle. Sur certains murs, on peut encore voir écrit « rue des Poissonniers » ou « rue des Poissonnières », car elle était un segment de l'axe emprunté par les chasses-marées, c'est-à-dire ces véhicules apportant le poisson et le crustacé, des ports de la partie septentrionale de la Manche, le Tréport, Dieppe, Rouen, Boulogne-sur-Mer, à Paris. Le poisson voyageait de nuit sans arrêt, et ce jusqu'en 1848, date de l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant Boulogne-sur-Mer à la capitale.
Numéro 1. Une vieille maison du XVIIe siècle, autrefois propriété de l'hôpital Sainte-Catherine, occupait l'angle des rues Poissonnière et de Cléry. Dans la niche aménagée au-dessus du rez-de-chaussée, une sculpture moderne de Sainte Catherine d'Alexandrie par René Coustel a remplacé depuis 1989 l'ancienne statue de la patronne des couturières. L'œuvre en ronde-bosse est en pierre blanche. La sainte se tint debout, la main gauche posée sur sa poitrine, la main droite tenant une palme indiquant son statut de martyr. La roue, instrument de son martyr, est visible derrière ses pieds, sur sa gauche. Numéro 2. À l'angle des rues Poissonnière et de Cléry, au-dessus d'un rez-de-chaussée dénaturé par un magasin, s'élève la belle façade d'une maison construite en 1710, jadis hôtel de Noisy. On peut encore y admirer des mascarons, des ferronneries, une mansarde et les anciennes inscriptions des noms de rues. Un tympan orné d'un grand cartouche ailé couronne sur 3 travées le dernier étage. L'ensemble est inscrit au monument historique depuis le 10 septembre 1947. Numéro 33. Immeuble construit en 1933 par l'architecte Léon Schneider et les constructeurs Pavie Frères. Belle bâtisse en briques rouges et pierre blanche. La rue Sainte-Anne honore Sainte Anne, la sainte patronne de la reine Anne d'Autriche. Fille du roi Philippe III d'Espagne, elle épousa Louis XIII en 1615. Après la mort de son mari, leur fils, le futur Louis XIV, n'étant âgé que de 5 ans, elle exerça les fonctions de régente et gouverna avec Mazarin. Lorsque Louis XIV monta sur le trône en 1661, elle se retira dans un couvent. L'emplacement de la rue Sainte-Anne se trouve hors les murs jusqu'à la destruction du tronçon occidental de l'enceinte de Charles V et le renforcement des bastions de l'enceinte de Louis XIII au début des années 1630 et à l'extension de la zone fortifiée concomitante. La rue actuelle est la réunion des 2 rues qui ont existé de façon autonome pendant plusieurs années lors de la naissance du quartier. La première, au sud de la rue des Petits Champs actuelle, ne l'atteignait en réalité pas tout à fait au départ, bornée au nord par la butte des Moulins et se nommait rue des Moulins. Ce tronçon, compris entre les rues de l'Anglade et du Clos Georgeot, fut ouvert en 1633. Il disparut lors du percement de l'avenue de l'Opéra. La seconde partie s'étendait de la rue des Petits Champs à la rue Saint-Augustin. La réunion s'est faite vers 1650. Cette partie s'appelait rue de Lyon, car le marquis Hugues de Lyon y possédait un hôtel. Il seconda Mazarin dans la négociation du traité des Pyrénées en 1659 et devint ministre des Affaires étrangères de Louis XIV. Depuis sa création, la rue Sainte-Anne a porté bien des noms, dont ceux de rue au sang, sang comme sanguin, et rue de la Basse Voirie, du fait d'activités d'équarrissage qui s'y tenaient à proximité du marché aux chevaux de la Porte Saint-Honoré. Elle aurait aussi porté le nom de rue des Moulins en raison de la présence de 2 moulins qui y étaient installés sur l'emplacement de la rue du Clos Georgeot, et qui ont donné leur nom à la butte. Dès 1672, une vingtaine d'années après l'unification de la rue, elle porte l'odonyme unique de rue Sainte-Anne. En 1792, elle prend le nom de rue Helvétius en l'honneur du philosophe Claude Adrien Helvétius, qui y était né en 1715. Par un arrêté du 27 avril 1814, sous la première restauration, cette voie reprit son nom de Sainte-Anne et le conserva. Numéro 46. Ancien emplacement de l'hôtel de l'Anglais. Il donnait également au numéro 46 de la rue des Petits Champs. L'hôtel fut construit par Gérard Huguet pour Claude Langlais. Il fut vendu en 1708 par la nièce de ce dernier à Claude Lebas de Montargis. Law en fit l'acquisition en 1718 et l'échangea en 1720 contre l'hôtel Tubeuf, situé rue des Petits Champs, appartenant au duc de Mazarin. En 1738, il est loué à René Hérault, puis à François de Franquetot, comte de Coigny, de 1741 à 1758. Cette année-là, le financier Paris de Montmartel l'acquit avant de le léguer en 1766 à son fils, le marquis de Brunois. Le duc d'Orléans en fit l'achat en 1782 pour sa fille, la duchesse de Bourbon, mais le lui reprit pour le vendre à Simon le Normand, qui le céda à son tour à l'État. L'hôtel fut démoli en 1827.
Sur le mur, côté Sainte-Anne, une plaque rappelle la mort de Jacques-Bénigne Bossuet le 12 avril 1704 dans cet immeuble. Numéro 58. L'élégante devanture, qui date du XIXe siècle, est celle d'une boucherie. Les nombreux crochets alignés sur la façade permettaient de suspendre la viande au-dessus des étals ouverts, selon un dispositif représenté dans l'une des vitrines par une vieille photographie. Du côté de la rue Rameau, un panneau reproduit une gravure dont le genre était très en vogue au XVIIIe siècle. Elle symbolise le métier de boucher, figuré avec ses attributs. Numéro 64. Refuge de la résistante irlandaise Jenny McCarthy pendant la Seconde Guerre mondiale. À son arrivée à Paris, elle étudie le français et l'anglais à la Sorbonne. Puis, elle fonde une école de langue fréquentée par les enfants de la royauté et de l'aristocratie européenne. Au début de la Seconde Guerre mondiale, McCarthy détruit son passeport britannique pour ne pas risquer d'être emprisonnée par les autorités allemandes. Elle entre dans la résistance et se spécialise dans le sauvetage et la collecte de renseignements. L'enseignante participa au financement d'un camp civil à Saint-Denis, de l'hôpital militaire de Val-de-Grâce et du sanatorium de Brévannes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo de balade parisienne. Si la visite vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes et en attendant, passez une agréable journée.